Bonjour et bienvenue à tous dans cette première édition des Masterclass de l'excellence commerciale 2024. Et nous allons commencer cette année avec un sujet très important, assez technique, mais qui concerne tout le monde, qui concerne tous les départements dans les organisations. C'est la fameuse facture électronique. Et pour ça, on a invité une experte chargée de transformation à l'ordre des experts comptables, Isabelle Vissuezen. Merci Isabelle de nous rejoindre aujourd'hui. Bonjour Roland, merci de m'inviter et je suis ravie de faire cette première, d'inaugurer cette année 2024. Donc déjà, meilleurs vœux à tous et à toutes. Et on va parler effectivement d'un sujet très technique. Alors, meilleurs vœux effectivement à tous. Vous avez reçu dans vos boîtes mail, vous allez recevoir cette semaine le best-of des Masterclass 2023 et vous pouvez également les retrouver sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. Vous êtes toujours aussi incroyable et même en début d'année, même au milieu de cette rentrée, vous êtes près de 200 inscrits aujourd'hui pour ce sujet important. À la fin de l'année dernière, on a conclu avec Vincent Berthelot, avec une merveilleuse masterclass sur la coopération en temps réel, leçon d'un pilote de chasse. Vincent nous a parlé de comment est-ce qu'on collabore en temps réel quand on est à Mach 1.7 et que tout ce qui était préparé sur le champ de bataille évolue et qu'on doit s'adapter avec des commandos anglais, des commandos américains en temps réel, et puis très rapidement retrouver les normes. Vous retrouvez le concept des 3 C, hein, coprotection, coopération et co-construction. Je vous invite à retrouver cette masterclass qui est absolument passionnante sur la vie d'un pilote de chasse en opération. Voilà, là, les masterclass sont rendus possibles par le support d'Incentive. Incentive, on est éditeur de logiciels français basé à Paris. C'est une application mobile du manager pour motiver et coacher son équipe, notamment dans les périodes de transformation, ce qui est bien utile. Et on a la chance de travailler dans la banque, l'assurance, la santé, la distribution, l'industrie et les technologies. Voilà, la page de publicité est terminée. Est-ce que, Jules, tu peux nous faire le portrait de notre invitée, d'Isabelle? Jules, je te passe. Alors, on a des petits problèmes techniques aujourd'hui, donc je te passe le micro. Merci. Alors, Isabelle Vissuzen, vous êtes ingénieure diplômée des Mines Paris, lauréate d'un master en innovation et entrepreneuriat d'HEC. Vous êtes également entrepreneur. C'est ainsi que vous commencez votre carrière en créant un éditeur de logiciels destiné aux boutiques et aux chaînes dans le secteur du retail. En 2004, vous rejoignez la filiale du groupe Foncia qui gère leur plateforme digitale et vous multipliez les ventes par 3 grâce à une réorganisation commerciale ainsi que des transformations d'organisation. En 2009, vous rejoignez Tell Me More, un éditeur spécialisé dans l'apprentissage des langues qui sera racheté par Rosetta Stone. Vous aidez à assurer la transition du management grâce à un ensemble d'initiatives de transformation. Vous êtes coach en innovation et entrepreneuriat dans le programme MSIE d'HEC. Vous êtes aussi consultante en transformation commerciale et en stratégie de développement. Depuis 2022, vous avez été chargée de mission par le Conseil national de l'ordre des experts comptables pour accompagner la réforme de la facturation électronique et les transformations qu'elle engendre. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. C'est un plaisir d'être là. Alors, quelle expérience, Isabelle. Alors, ce qui est vraiment intéressant avec ton parcours, c'est que à la fois, tu es entrepreneur, tu connais très bien l'environnement commercial, l'environnement des transformations digitales, cet enjeu de facturation électronique maintenant qui t'occupe depuis plus d'un an. Alors, peut-être qu'on peut commencer par pourquoi une réforme? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une réforme, encore une? Est-ce qu'on ne peut pas laisser les entreprises tranquilles quelques instants? Pourquoi est-ce qu'il fallait faire cette réforme de la facture électronique? Alors déjà, cette réforme n'est pas européenne. Elle a démarré début des années 2000 en Amérique du Sud. Alors ça peut être étonnant, hein, mais donc nous sommes très en retard, hein, par rapport au démarrage. La réforme, alors je ne vois pas l'écran, Roland. Je ne sais pas s'il est.
Voilà, parfait. Alors pourquoi en Amérique du Sud? Bah, tout simplement une partie du monde où il y avait peu de factures et l'État a besoin de contrôler ses rentrées d'argent. Donc l'objectif de cette réforme, c'est avant tout pour lutter contre la fraude à la TVA qu'on estime entre 15 et 20 milliards par an. Deuxième, alors ces quatre objectifs sont ceux donnés par la DGFiP, hein. Deuxième objectif, c'est diminuer les coûts déclaratifs et on verra qu'ils sont très importants. Troisième objectif, réduire les coûts et les délais de paiement. Et on va voir comment la facturation électronique est une vraie opportunité pour les entreprises. Et quatrième objectif, eh bien la data, la remontée d'informations. Tout simplement, si on avait eu cette data pendant la crise du Covid, eh bien au lieu d'injecter de l'argent sans vraiment savoir qui en avait besoin, eh bien cette data aurait permis d'aider uniquement les entreprises qui étaient le plus exposées au Covid. Voilà les quatre objectifs de la réforme. Et Alors, tu, oui. tu nous dis que c'est une réforme qui ne concerne pas que l'Europe, c'est pourtant une réforme européenne, non? Non, non, c'est une réforme. Ça a commencé donc en Amérique du Sud en 2001. Et progressivement, c'est répandu dans le monde. Et puis, au niveau de l'Europe, alors il y a un projet qui s'appelle le projet VIDA qui aura lieu en 2028, entre 2028 et 2030. On peut dire que la France s'est bien placée par rapport au système que la France a choisi, donc on devrait être dans la norme VIDA. Mais effectivement, le but, c'est de normaliser cette TVA au niveau de la communauté européenne. On a beaucoup entendu parler des enjeux de fraude à la TVA ces dernières années. Tu estimes ces enjeux à 15 milliards d'euros en France. Et donc cette réforme va éliminer complètement la fraude à la TVA? Alors, totalement non, mais elle permettra de détecter tous les montages dits carrousel, comme on a. Bah, alors, le plus célèbre, hein, c'est l'escroquerie à la taxe carbone. Bien évidemment, il y a un certain nombre d'opérations qui continueront à avoir lieu, hein, de fraude. On ne pourra jamais éliminer 100%, mais la grande majorité, oui, de la fraude, bien sûr. Oui. Et on va Alors voir comment. quel est le calendrier de cette réforme? Alors, le calendrier était au départ 1er juillet 2024. En fait, la DGFiP n'est pas prête, le portail public n'est pas prêt, l'annuaire n'est pas prêt, donc ça a été reporté au 1er septembre 2026. Alors, il faut distinguer l'obligation en réception et l'obligation en émission. L'obligation en réception, c'est-à-dire que toutes les 4 millions d'entreprises françaises vont être dans l'obligation d'accepter des factures au format électronique et non pas au format PDF, mais à partir du 1er septembre 2026. À cette même date, les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire devront émettre également et passer par le système de facturation électronique. Et pour les TPE-PME, elles seront concernées en émission au 1er septembre 2027. Donc un calendrier sur 2 dates, initialement prévu sur 3 dates, qui s'étalaient de 2024 à 2026 et on est passé de septembre 2026 à septembre 2027. Septembre 2027, toutes les entreprises, les 4 millions d'entreprises françaises devront recevoir et émettre selon la réforme. Donc finalement, on a un peu moins de 2 ans, non, un peu plus de 2 ans pour s'adapter. C'est effectivement un buffer qui est le bienvenu parce que les transformations sont importantes. Est-ce que concrètement, tu peux nous décrire ce que ça veut dire pour une entreprise de passer à la facture électronique? Alors 2 ans, ça peut paraître très court, enfin très long. En fait, c'est assez court, vu le travail qu'il y a à faire. Alors déjà, je voudrais juste rappeler quand même qui est concerné par la réforme, parce qu'il y a certaines surprises, notamment les micro-entrepreneurs pensaient ne pas être sujets à la réforme, si ils le sont. Les seuls qui échappent vraiment à la réforme, ce sont les non assujettis à la TVA établis en France, c'est-à-dire les particuliers, les associations à objet non commercial et évidemment les entreprises étrangères.
Tous les autres sont sujets à la facturation électronique. Donc même un médecin, par exemple, qui sera lui exonéré sur ses opérations de santé en émission, il devra néanmoins en réception accepter des factures électroniques. Donc ça, c'est vraiment un grand changement. Alors pas tant pour les entreprises en B2B, mais pour les auto-entrepreneurs qui sont bien des assujettis. Ensuite, il y a 3 cas de figure. Il y a 2 volets dans la facturation électronique. Il y a ce qu'on appelle le e-invoicing, c'est-à-dire des transactions entre 2 assujettis. Une entreprise assujettie à la TVA établie en France qui fait une transaction avec une autre entreprise assujettie à la TVA établie en France. Donc ça, c'est le e-invoicing, la facturation électronique. La deuxième chose, c'est toutes les opérations B2C ou les opérations avec des entreprises étrangères. Donc, c'est-à-dire, comme l'État veut contrôler toute la TVA, si elle se contente de contrôler le B2B, eh bien, il y a tout un pan de la TVA qu'elle ne va pas contrôler. Donc, c'est pour ça que ce B2C et ce B2B international vont faire l'objet d'un autre volet de la facturation électronique qui s'appelle le e-reporting. Et puis après, bien, entre 2 non assujettis, il n'y a absolument aucune obligation. Entre ces 2 cas de figure, on a des obligations différentes. Donc, on va commencer par le B2B. Je pense que c'est ce qui intéresse le plus les personnes qui ont rejoint ce séminaire. Donc, une transaction entre deux assujettis à la TVA établis en France. Elles ont 4 obligations. La première, c'est en termes de format de facture. Alors là, il y a pas, je vois pas le. Non, je pense pas qu'on ait les slides. On va essayer de les retrouver pendant Okay. que. Non, c'est pas. Donc au niveau du format de facture, c'est-à-dire que je ne peux plus envoyer une facture au format papier ou un PDF comme ça par mail. C'est terminé. Les entreprises auront 3 formats au choix, donc 2 formats EDI, UBL et C2I. En général, ça concerne les grandes entreprises du monde industriel. Et puis pour les TPE, PME qui ne sont pas en EDI et qui n'ont pas de RP, on va être au format Facturix, qui est une norme franco-allemande et qui a ce qu'on appelle le modèle biface, c'est-à-dire une face qui va être le PDF et la deuxième face qui va être le fichier XML, donc le fichier informatique. Ça, c'est la première obligation sur le format. Ensuite, la deuxième obligation, c'est que je ne peux plus je passe chez Incentive, je te dis tiens, je t'ai déposé la facture sur ton bureau. Non, c'est plus possible, je vais être obligée de passer par une plateforme. Donc, j'envoie ma facture à un assujetti. J'ai le choix, on a choisi en France ce qu'on appelle le schéma en Y, c'est-à-dire que l'État français a laissé le choix aux entreprises de passer soit par une plateforme privée, soit par une plateforme publique. Les entreprises qui travaillent actuellement avec l'administration utilisent Chorus Pro. Donc, c'est une plateforme, la plateforme publique. À partir de 2026, on va voir ce qu'on appelle le PPF, portail public de facturation, qui va remplacer Chorus Pro et qui sera le portail sur lequel je déposerai ma facture. Et ce portail va l'envoyer à mon client. Donc, il n'y a plus de transaction directe. Ou si je choisis une PDP, c'est-à-dire une plateforme de dématérialisation partenaire, eh bien, je dépose ma facture sur cette PDP et c'est cette PDP qui est en charge de transmettre la facture à la PDP ou au PPF en fonction de ce qu'a choisi mon client. Troisième obligation, c'est le suivi, ce qu'on appelle le cycle de vie de la facture. Donc, avant, je t'avais déposé la facture sur ton bureau, un courant d'air, la facture s'envole. À la date d'échéance, je t'appelle, je dis Roland, ma facture, s'il te plaît. Tu me dis, mais j'ai pas reçu ta facture. Eh bien, ce ne sera plus possible parce que grâce aux plateformes, les factures vont être tracées. Et il y a un certain nombre de statuts
qui vont déjà qui vont soit rejeter la facture si elle n'est pas conforme d'un point de vue technique. Donc, quand je dépose sur ma plateforme, elle peut être rejetée en disant ah ben non, par exemple, toutes les mentions légales n'y sont pas, elles sont incorrectes, etc. Pareil pour la plateforme de réception. Et puis, je vais savoir si tu l'as bien reçu, si tu l'as accepté. Et au total, il y a 14 statuts. Donc, c'est vraiment un suivi, une traçabilité en temps réel de la facture. Et puis, donc, vous voyez, déjà au niveau commercial, ça va changer les relations avec les clients. Et puis, la 4e obligation qui, elle, ne concerne que l'administration, eh bien, c'est pour ce fameux contrôle de TVA, c'est l'extraction des données de facturation qui vont être envoyées à la DGFiP, qui va permettre de contrôler la TVA. Voilà. Dans ces statuts de facture, il faut juste distinguer 2 cas de figure. Tout ce qui est prestation de service avec TVA à l'encaissement, qui devra également être déclaré pour que l'entreprise ne soit pas redevable de la TVA dès l'émission de la facture. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie B2B. Donc, obligation sur le format, obligation sur la transmission au client, le procédé de transmission, obligation sur le cycle de vie pour le bon suivi de la facture avec tous les statuts, les 14 statuts que tu mentionnes. Et puis, 4e obligation, la transmission à l'administration fiscale pour réconciliation de la TVA. Exactement. Ce qui est très intéressant pour les chefs d'entreprise et les directeurs commerciaux qui nous écoutent, c'est également les opportunités qui sont liées à cette nouvelle réforme. Elles sont nombreuses. Il y a aussi certaines difficultés. Sur la partie opportunité, on peut commencer peut-être par la simplification et l'automatisation du processus de facturation qui va faire gagner beaucoup de temps à tout le monde. Alors complètement, et c'est pour ça que les entreprises, je vous ai parlé des 2 volets avec des obligations différentes entre le B2B et le B2C, ou le B2B international. Bien évidemment, les entreprises auront intérêt à automatiser complètement tous les flux entrants et les flux sortants. Donc ça va permettre un meilleur contrôle, une automatisation, bien évidemment à condition que les outils soient interopérables. Cette traçabilité de la facture aussi va permettre de réduire les délais de paiement, de réduire les litiges pour toutes les entreprises qui sont de bonne foi. Bien évidemment, l'entreprise qui est de mauvaise foi, eh bien, le restera. Néanmoins, le fournisseur a tout de suite la visibilité si, par exemple, si la facture a été rejetée. Donc, elle peut tout de suite prendre contact avec le client en disant « Tiens, vous avez rejeté ma facture, pourquoi ?» plutôt que d'attendre la date d'échéance. Ça va améliorer aussi la qualité des relations. On va plus embêter les clients à partir du moment où il y a cette traçabilité. Eh bien, ça va simplifier, ça va réduire les échanges administratifs entre les clients et les fournisseurs. Les coûts de gestion. Alors, est-ce que tu sais, Roland, combien coûte une facture entrante? C'est-à-dire, tu reçois une facture d'un fournisseur, combien cette facture au global coûte entre le traitement du fournisseur et le traitement du client? Alors, quand j'étais chez Dell, on avait calculé le coût d'une facture. Alors, c'était une facture sortante et on avait estimé qu'une facture émise coûtait, avec tout son cycle de vie, coûtait 60 €. Alors, Et ça a donc, bien diminué. il y avait une question qui s'était posée qui était est-ce que si on vend quelque chose qui coûte moins de 60 €, il faut facturer le client ou pas? Donc, Alors, ça ça a coûtait à bien l'époque, diminué. on avait estimé Voilà, 60 €. voilà, ça a Alors, bien ça diminué comprenait avec aussi les les coûts de outils. recouvrement. Ah oui, alors sans les coûts de recouvrement, on estime que le coût moyen d'une facture sortante est de 15 € et que le 15 €. coût moyen d'une facture entrante est de 10 €. Avec la facturation électronique et tout le process d'automatisation, on va être autour de 1 € la facture. Donc, il y a une baisse de coût drastique. La gestion de la trésorerie aussi, avec la visualisation des échéances et des paiements, donc ça va bien aider les entreprises. Et puis on verra la data.
bien évidemment l'or noir du 21e siècle, cette data qui peut être au niveau de l'entreprise, mais au niveau sectoriel, au niveau départemental et nous-mêmes au niveau de l'ordre, eh bien on est candidat pour une PDP, hein, pour une plateforme Je Facture, qui nous permettra aussi de récolter énormément de data au niveau national pour ensuite la diffuser. Alors cette data, effectivement, ce fameux or noir, il est clé. Comment est-ce que concrètement, une entreprise va pouvoir utiliser cette data et à quel profit? Alors comment elle peut, elle peut déjà l'utiliser aujourd'hui, hein, cette data, sauf que les informations sont sont totalement hétérogènes. Avec la facturation électronique, à partir du moment où on a où on a des factures qui sont formatées, avec un seul canal de réception, eh bien, on va pouvoir consolider cette data très facilement plutôt que d'avoir une data totalement éparpillée. Dans les grosses entreprises, elles vont pouvoir remonter toutes ces datas. Et puis, bien évidemment, les différents outils de data visualisation vont pouvoir être exploités. Donc, ça au niveau de l'entreprise, mais après, au niveau sectoriel. Je prends les boulangeries, par exemple, les boulangeries au niveau d'un département. Les villes actuellement utilisent cette data, hein. On fournit le Conseil national de l'ordre alimente les municipalités en data quand elles le souhaitent pour pouvoir faire des statistiques. Donc on va aller beaucoup plus loin que simplement ce que peut faire un CRM aujourd'hui. Chose dont je n'ai pas parlé encore, c'est que il va y avoir 2 phases dans l'obligation de transmission des datas. Dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle l'entête et le pied de facture, c'est-à-dire le client, le fournisseur, le client, et puis le montant total. Et dans un second temps, on va avoir le détail des lignes qui vont être transmises. Alors, je rassure tout le monde, le secret professionnel pourra être conservé et tout ce qui est secret défense, toutes les opérations secret défense sont hors champ de la facturation électronique. Mais ces datas au niveau des lignes vont donner des indicateurs économiques cruciaux pour notre économie. Donc c'est une richesse qui va faire qu'on pourra se comparer aux autres par rapport aux entreprises de son secteur. On va pouvoir, par exemple, estimer quels sont mes délais de paiement par rapport aux entreprises comparables. Complètement. Totalement. Et je pense que l'État, puisque l'État sera centralisateur de toutes les données nationales, j'espère que nous aurons des données en ce sens, qui vont aider les entreprises. Ça va non seulement accélérer la transparence du processus de la facture, donc on saura ce qui se passe de ma facture chez mon client, où est-ce qu'elle en est qu'elle a été rejetée, est-ce qu'elle a été acceptée, est-ce qu'elle est en train d'être traitée, mais ça va également donner beaucoup de transparence au niveau macro pour pouvoir se comparer. Quels sont les enjeux pour les équipes commerciales finalement? Comment, en tant que chef d'entreprise, en tant que directeur commercial, on peut préparer ses équipes à cette grande réforme? Alors juste avant d'aborder ce point essentiel, je voulais juste parler brièvement du deuxième volet qui est le e-reporting, B2C, B2B international, parce que beaucoup d'entreprises envoient des factures, enfin commerce avec une entreprise internationale, et beaucoup d'entreprises font à la fois du B2B et du B2C. Donc pour le B2C, il n'y a aucune obligation quant au format de la facture ni au moyen de transmission de la facture. Il y a juste une obligation de transmission des données consolidées à l'administration fiscale. Seulement, l'enjeu pour les directions commerciales et pour les entreprises, c'est de rationaliser ces modes de transmission et ces formats. Donc, à partir du moment où on est en B2B, une entreprise aura tout intérêt à appliquer exactement le même schéma sur le format de la facture
pour, par rapport à la data, tout consolider, et puis à utiliser une plateforme privée, non pas la plateforme publique, non pas le portail public, parce que le portail public n'acceptera que les factures B2B domestiques, alors une plateforme privée acceptera tout et fera une garde de triage en fait. Donc tout ce qui doit partir à l'administration fiscale, eh bien, elle le gérera. Et puis si la facture est à envoyer à un particulier, à une entreprise qui n'est pas assujettie, eh bien, elle l'enverra tout simplement à une adresse mail. Mais pour l'entreprise, c'est quand même beaucoup plus confortable. Et puis, elle pourra consolider toutes ces données. Voilà. Donc ça, c'était juste sur le volet e-reporting parce que on en parle très peu et c'est pour moi le volet le plus important. Le plus Alors, clé. Et alors, juste une dernière point sur ce volet-là, tu parles de plateformes qui permettent de simplifier le travail pour les entreprises et de finalement dispatcher en fonction de l'interlocuteur le format de la facture sous différentes formes. Est-ce que on a une harmonisation au niveau européen pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui travaillent avec des entreprises ou des fournisseurs en Europe? Est-ce qu'il y a une harmonisation au niveau européen ou est-ce que chaque pays va avoir ses plateformes? alors, chaque pays a ses plateformes. En revanche, ce sont les formats qui vont être harmonisés. On y œuvre, hein, le Conseil national de l'ordre des experts comptables fait partie du FNMFE qui agit au niveau européen pour normaliser. Je vous ai parlé de la Facturix qui sera sans doute la norme, une norme utilisée pour les TPE, PME, donc ce format biface. UBL, C2I sont des formats XML qui vont être repris. Les plateformes, elles, ne sont absolument pas harmonisées puisque en Italie, par exemple, l'Italie utilise le schéma en V, donc n'utilise pas du tout des plateformes privées. En Italie, on envoie simplement les données de facturation, mais on ne transmet pas les factures en elles-mêmes. Voilà. Donc, mais il y aura une harmonisation des formats pour que la TVA, les déclarations de TVA puissent être transmises d'un pays à l'autre. D'accord. Alors maintenant, les enjeux pour les équipes commerciales. Et oui, alors les équipes commerciales, elles sont au premier rang impactées par cette réforme. Déjà, donc je vous ai présenté les obligations. Donc la première chose à faire, bien évidemment, c'est de former les équipes à ces obligations. C'est que on ne pourra plus, on a un certain nombre de données à récupérer, hein. Il y a 26 données qui doivent être sur la facture, donc les clients doivent fournir ces données-là. Et puis, les équipes commerciales doivent comprendre comment fonctionne aujourd'hui la facturation. Donc, il va bien falloir revoir tous les process et les outils en lien avec les factures pour automatiser, donc faire que ces outils soient interopérables entre eux, parce que si je dois ressaisir manuellement entre deux outils, je perds tout le bénéfice. Source d'erreurs, etc. Donc, bien revoir tous ces flux. C'est pour ça que ces 2 ans, c'est pas tant que ça quand on voit tout le travail qu'il y a à faire. Cartographier ses clients et ses obligations. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure donc du invoicing, du e-reporting, que je sache dans mes clients. Par exemple, si mon client est une association loi 1901, n'est pas soumise à la facturation électronique, eh bien, je n'aurai pas les mêmes obligations. Je ne vais pas le facturer de la même façon. Enfin, je n'ai pas l'obligation de la même facture qu'un client B2B. Vérifier bien évidemment nos bases de données, hein, toutes les données clients, donc mettre en conformité toutes les données clients, uniformiser les process B2B, domestique, B2B international, B2C pour avoir toujours dans une optique de simplification et d'harmonisation de la data. Revoir les process de suivi des factures clients, hein, les commerciaux, ça, je veux dire, c'est l'horreur quand on doit rappeler, faire de la relance client, qui n'a pas payé la facture, alors on est en train de négocier un contrat et qu'on doit relancer, c'est quand même toujours gênant. Et bien là, via la PDP, via la plateforme,
on va s'éviter beaucoup de coups de fil. Donc c'est quand même un grand soulagement pour les équipes commerciales. Et puis une dernière chose, c'est revoir les process des notes de frais. Alors ça, Euh, c'est un sujet important pour tous les commerciaux et donc pour tous les directeurs commerciaux qui nous écoutent. Les notes de frais, c'est un point très, très spécifique qui va être beaucoup, beaucoup impacté. Est-ce que tu peux nous en dire plus? oui, alors tout à l'heure, je vous ai dit en B2B, on ne donne plus la facture on ne remet plus la facture en main propre. Et pour pouvoir récupérer la TVA, eh bien, il va falloir que ces factures passent par les plateformes. C'est-à-dire que moi, commercial, je vais à l'hôtel, eh bien, l'hôtel devra envoyer la facture à mon entreprise. Même si moi, je paye cette facture, je fais une avance de frais, mais je ne demanderai plus une facture établie à mon nom, au risque que la TVA ne soit pas récupérable par l'entreprise. Donc là, on change totalement les habitudes. Sur les restaurants, il y a des tolérances jusqu'à 25 € hors taxe. On n'est pas obligé de demander une facture, mais au-dessus de 150 € hors taxe, de toute façon, on est obligé de demander une facture et cette facture devra être au nom de l'entreprise, donc envoyée à l'entreprise sur la plateforme qu'elle a choisie. Voilà. Et pour toutes les notes de frais, là, je parle des plus courantes. Les tickets de péage, eux, seront considérés comme une facture parce qu'il y a un numéro unique dessus. Voilà. Mais les commerciaux ne pourront plus demander une facture établie à leur nom. Et donc Ça pour les change. restaurants, ça va être une belle réforme et une belle transformation à opérer s'il faut demander à chaque client les coordonnées de l'entreprise. Tout ça sera Alors, peut-être fait par des cartes ou des systèmes électroniques. Alors ça, l'État, quand l'État a pensé à la facturation électronique, l'État souvent pense grandes entreprises. Donc, les 300 grandes entreprises et tout est en UDI. Ils n'imaginent pas effectivement ce que ça représente pour les TPE, PME, pour les 3 850 000 entreprises TPE, PME. Et on imagine mal les gens à la caisse faisant la queue à 13h30 en donnant toutes les informations sur leur entreprise. Donc, j'ose espérer que l'État va se pencher sur ce sujet et que soit sous la forme d'un QR code, d'un code barre ou je ne sais pas, on pourra donner très facilement toutes les informations concernant le numéro de TVA, le SIREN, le SIRET de l'entreprise, etc. À voir. Écoute, Isabelle, un grand merci pour cette présentation technique, détaillée. Je rappelle les grands bénéfices pour les organisations commerciales, l'automatisation du processus de facturation avec des outils qui vont être interopérables, hein, une plus grande transparence sur le statut de mes factures qui sont chez mon client pour savoir où est-ce qu'elle en est et pouvoir, le cas échéant, rappeler pour débloquer cette facture. Et donc, en conséquence, réduire les délais de paiement. Ça va bien sûr permettre d'améliorer la qualité des services et puis cette relation client-fournisseur. Ça va permettre de diminuer les coûts. Tu as parlé de coûts de facture, 10 €, 15 €, suivant que c'est une facture sortante ou entrante, qui va être divisé par 10. Avoir une meilleure visualisation des échéances et puis la centralisation de l'ensemble des factures et des datas qui sont associées avec tout le reporting possible pour pouvoir se comparer au sein d'une entreprise. Un immense merci pour ce descriptif très concret et très pertinent. J'espère que cette première masterclass a été utile pour tous. Si vous avez des questions, alors on va pas pouvoir les prendre pour des raisons techniques aujourd'hui, mais n'hésitez pas à nous les adresser et puis on fera le lien avec Isabelle. Ceux qui sont intéressés par la présentation ou une présentation plus détaillée qui décrit l'ensemble des processus, notamment les cas B2B, les cas B2C, les cas d'entreprises non assujetties, n'hésitez pas également à envoyer un email
à Clara Descurant des masterclass qui organise les masterclass d'excellence commerciale, et elle se fera un plaisir de vous transmettre les slides. Voilà, je vous remercie tous de votre fidélité. Quelques idées pour aller plus loin. Une citation qui t'inspire particulièrement, Isabelle? Oui, parce que le changement, je cherche toujours l'opportunité du changement. Et le changement est nécessaire. De toute façon, on ne peut pas aller contre. Donc, il faut concentrer son énergie pour créer du nouveau, chercher des opportunités. Voilà. Donc, je trouvais que cette citation correspondait bien à la transformation de la facturation électronique, qui fait grincer beaucoup de dents. Le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau et non pas pour se battre contre l'ancien. Dan Millman, professeur écrivain, très inspirante cette citation. Pour aller plus loin également, Vinette Nayar, un ouvrage qu'on a cité régulièrement, qu'on cite régulièrement, Les employés d'abord, les clients ensuite, comment renverser les règles du management et de la transformation. Stratégie Océan Bleu, comment créer de nouveaux espaces stratégiques, des professeurs Chan Kim et René Mauborgne, une référence également des livres de stratégie. Pour les services commerciaux, oui. Pour les services commerciaux et la stratégie d'entreprise pour aller découvrir des nouveaux horizons. Et puis le best-seller de 2023, le fameux livre sur le monde sans fin de Jean Covici, dessiné par Christophe Blain, Miracle énergétique et Dérive climatique. Voilà des bons livres pour commencer l'année. Merci beaucoup Isabelle pour ces suggestions. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de l'organisation positive. L'organisation positive, 10 clés pour une entreprise performante. On a besoin de positif en ce début d'année. Et Eric Mellet, qui est fondateur de One and All, sera là pour nous insuffler cette nouvelle énergie pour ce mois de janvier. Merci à tous encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Merci à tous.